Monsieur Diaby. Oui, maître. Sur le plan purement déontologique, vous dites que vous n'étiez au courant de rien. Vous ne saviez pas que les militaires avaient assiégé les hôpitaux, notamment l'hôpital d'Onka. Vous ne l'avez pas su. Non. Pourtant, quelques heures après, au moins les leaders politiques ont eu à parler dans les médias. Ils ont notamment dit que certains hommes ont empêché aux leaders politiques d'être pris en charge à Ambroise Paré. Est-ce que vous, en tant que ministre de la Santé à l'époque, vous avez cherché à avoir des informations, malgré que c'est un hôpital qui est une clinique privée, vous avez cherché à savoir ce qui s'est réellement passé à cet endroit-là? Franchement, maître, non. Pourtant, cela ne relevait pas au moins, monsieur Diaby, de votre responsabilité morale de savoir ce qui s'est passé dans cette clinique où on a empêché des soins. Oui, bon, mon problème, maître, c'est qu'en ce moment même, je n'avais même pas cette information qu'il y a eu des altercations à la clinique Ambroise Paré là-bas. Donc vous n'avez jamais eu cette information? Non, mais c'est après que j'ai appris. Après combien de temps? Maître, j'ai oublié, vraiment. Et même quand vous l'avez su, et puis après, même pas vous n'avez rien fait. Et puis même pas par voie de médias. Hein. Est-ce que c'est pas ici même j'ai appris ça, qu'il y a eu ces trucs-là entre Diéboro et Marcel? D'accord. Monsieur Diaby, ici dans vos déclarations au début, vous avez fait tout un sommaire, en tout cas un liminaire de ce que vous savez des événements du stade. Vous avez dit en l'occurrence qu'un gamin de 12 ans avait pris une balle dans la tête et que finalement il avait rendu l'âme. Est-ce que vous avez dénoncé ces faits au procureur de la République? D'abord, le jour où on est venu avec le président de la République là-bas, avec Blaise Compaoré, le gamin était là, il vivait encore. Oui, là n'est pas la question, monsieur Diaby. Vous êtes médecin, vous êtes chirurgien. Oui. Vous avez une obligation de signaler Oui. certaines morts qui sont des morts où manifestement il existe une once de responsabilité de personnes qui ont fait quelque chose pour que ce gamin de 12 ans perde la vie dans ces conditions. Vous, est-ce que, après avoir su que ce gamin a perdu la vie, vous avez cherché à savoir son nom? Est-ce qu'on peut se connaître son nom, vous, en tant que ministre de la Santé? Oui. Comment il s'appelait ce garçon? Non, là, maître, j'ai oublié. Mais je vous dis qu'il y a tous les rapports, il y a son nom, tout est archivé. Mais c'est depuis 2009. Oui, mais vous savez, monsieur le ministre de la Santé de l'époque, si je peux me permettre de vous appeler comme ça, oui. En tant que ministre, lorsqu'il plane sur nos têtes des responsabilités comme ça, le nom de gamins comme ça, morts dans ces conditions, on ne les oublie pas. Enfin, ça, c'est mon sentiment à moi. Bien. Ce n'est pas très important. Donc, vous n'avez jamais dénoncé les personnes qui ont perdu la vie à l'hôpital d'Onka, que ce soit par bousculade, que ce soit par balle. Vous n'avez jamais dénoncé ces faits à un procureur de la République? Non. Vous n'avez jamais appelé la police, ou en tout cas dénoncé ces faits-là? Maître, je crois que le président de la République avait déjà saisi le procureur général, je ne sais pas comment on appelle ça dans le truc de la justice. Il avait saisi ça, il avait, je crois, constitué une commission d'enquête nationale d'abord, avant le truc. Donc, si le président de la République décide, moi, je crois que le ministre se met un peu à l'infinitif. Parce que le président avait déjà saisi le procureur. Bon, ce que moi je sais de cette commission, il n'y avait aucun procureur là-dedans, il y avait peut-être des magistrats. Non, je ne parle pas de la commission, mais il avait déjà saisi le procureur, je crois. Et vous aviez des rapports d'autopsie parce que des Guinéens ont perdu la vie? Non, on n'a pas de rapport d'autopsie. Et combien de corps il y avait à Ignazine et à Donka? Les deux morgues, est-ce que vous pouvez savoir exactement combien il y avait de corps à Ignazine et combien il y avait à Donka? Non, moi j'ai le cumulatif. J'ai le cumulé, pardon. Hein? J'ai dit j'ai l'ensemble des corps, les 57. Vous avez l'ensemble? Voilà, c'est les 57 que j'ai, c'est le nombre total que j'ai. Et on parle de 157. Vous n'avez jamais cherché à mener des enquêtes quand on a parlé de dissimulation de cadavres? Vous n'avez pas appelé la police parce que vous dites que vous avez juste demandé si on avait défoncé les portes sous les fenêtres. Vous n'avez pas appelé la police pour un constat, pour dénoncer? Non, je n'ai pas appelé la police. Ok, moi je vais vous parler d'un célèbre médecin qui, comme vous, a peut-être le même parcours que vous, le docteur Denis Mukwege,
qui est chirurgien comme vous. Lui... Au Congo? Oui, au Congo. Très célèbre. Il a dit il y a quelques années, où il a redit plusieurs fois, que dans son hôpital, dans l'un des premiers hôpitaux où il a eu à officier en 1996, des personnes ont été tuées dans leur lit d'hôpital. Il en parle plus de 30 ans après parce qu'il estime que lui, en tant que médecin, il avait une once de responsabilité morale pour préserver ces vies-là. Que pensez-vous de ces déclarations de quelqu'un qui est un éminent médecin, chirurgien, qui a un prix Nobel de la paix? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que ministre de la Santé à l'époque, après qu'il y ait eu des drames comme ceux du 28 septembre? Vous pensez quoi de ces déclarations? De la culpabilité du médecin? Et vous, vous n'étiez pas que médecin, vous étiez le ministre de la Santé. Oui, la question, maître. La question, c'est vous, votre sentiment, en tant que ministre de la Santé, en tant que médecin sur les drames du 28 septembre. Vous n'avez aucune once de responsabilité morale dans ce qui est arrivé? Si, d'abord, par rapport à ces événements malheureux, je vous dis que j'étais complètement déboussolé. J'étais surpris. Même, d'abord, j'étais surpris. Et j'étais complètement déboussolé. Mais vous dites que vous ne savez rien de ce qui s'est passé. Donc vous n'avez aucune responsabilité dans ce qui est arrivé. Je ne sais rien de ce qui s'est passé. D'abord, je vous ai dit que je n'étais même pas là. Je n'étais pas au stade. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, on m'a mis devant les faits accomplis parce que, maintenant, des blessés massifs, beaucoup de blessés à la fois. Donc, c'est ce que j'ai géré, le gamin de 12 ans, je reviens sur ce garçon de 12 ans qui a perdu la vie. Vous n'avez jamais cherché à rencontrer sa famille, ses parents? Son papa était avec lui là-bas. Son papa était avec lui à ses chevet à l'hôpital. Oui, mais vous ne connaissez, mais vous ne vous rappelez même pas de son nom. Non, il ne reste qu'un chiffre, hein, d'après ce que vous dites. Franchement, maître, ici là, j'ai oublié son nom, mais c'est dans tous les rapports au ministère de la Santé. D'accord. Merci bien, Monsieur Diaby. En sa qualité de médecin, il avait l'obligation professionnelle de traiter les deux blessés des deux camps, ennemis et son propre camp. C'est la déontologie qui l'exige. Contrairement à ce que j'ai appris ici d'un passage, lorsque Dr Youssouf Ben Keta est passé ici, j'ai beaucoup de respect pour ce grand monsieur que je respecte. Mais on ne peut pas faire des règlements de compte ici. Ce n'est pas le lieu ni le moment. En sa qualité de ministre, Ben est venu rencontrer monsieur le ministre en compagnie de quelqu'un qui le recommandait. Monsieur le ministre a trouvé déjà en place un homme compétent au niveau du ministère de la Santé qui n'avait aucune faute, qui véritablement était intègre. Tous les ministres se sont succédés au département de la Santé, ont trouvé le monsieur là et l'ont laissé. Mais à quoi bon de l'enlever pour mettre quelqu'un? Ça n'a pas de sens. Alors, venir ici témoigner que tu n'as pas eu l'empathie, d'accord. Mais attendez, Monsieur le Président, les médecins, ils ont un ordre. Les pharmaciens ont un ordre. Les avocats ont l'ordre. Les huissiers ont l'ordre. C'est la corporation en fait. Lorsqu'une faute disciplinaire est commise, cette personne est convoquée par l'ordre. La commission chargée de la discipline, mais on vous redresse. Si c'est grave, il y a les sanctions qui sont superposées. Il y a le blâme, il y a la suspension, il y a la radiation sur le tableau. Personne ne vous a communiqué ici une décision disciplinaire en ce qui concerne l'ordre des médecins à l'encontre du colonel. Personne. Ça n'existe pas dans le dossier de la procédure. Et donc, je passe. Alors, parachutiste de l'armée guinéenne, poste occupé, médecin-chef du bataillon autonome de la présidence, la BASP, médecin-chef de l'antenne médico-chirurgicale, parachutiste du bataillon autonome des troupes aéroportiers, BATA, médecin-chef du bataillon spécial de Conakry, BSC,
quand Alpha Yaya Diallo, médecin-chef de l'hôpital militaire du bataillon du quartier général, BQG, quand Samouri, chef de division technique et scientifique de la direction générale du service de santé des armées. Monsieur le Président, tout ce temps-là, c'est à l'époque de feu général Lansana Conté, avant l'arrivée du CNDD. Avant l'arrivée du CNDD, ce monsieur-là était déjà en travail au service de la nation. Il rendait ses loyaux services. Et à qui? Vous allez le savoir. Directeur général adjoint de la direction générale du service de santé des armées. À cette place, il fut nommé directeur général du service de santé des armées. Après l'adjoint, il est devenu titulaire. C'est lui le directeur général des armées. Par décret présidentiel de feu général Lansana Conté. Tous ces postes occupés. Ce monsieur, Monsieur le Président, pour ceux qui ne connaissent pas, paix à son âme, général Lansana Conté a fini ses jours dans ses mains. Bien avant, dès le début de la maladie de feu général Lansana Conté, c'est ce monsieur qui était là, au chevet. C'est lui qui décidait de ce que le général devrait faire par jour. Côtoyer un chef d'État pour plusieurs années, vous êtes un homme d'État. Il a servi ce grand homme avec loyauté, avec dignité, avec honneur. Feu général Lansana Conté est parti dans l'honneur, dans la dignité. Au rang d'un chef d'État, il a bénéficié des obsèques dues à son rang. Ce monsieur, il est en part à remercier. Ce que je dis, Monsieur le Président, à l'époque, président Dadis, il le sait. C'est des grands messieurs. Alors, et c'est dans ça, Monsieur le Président, pour devenir ministre de la Santé, par décret du chef de l'État, président Moussa Dadis Camara, c'est parce que le président a su qui est Dr Diaby. Qui est Dr Diaby? C'est ce qui a amené le président Dadis à lui confier ce poste. Il n'est pas tombé du ciel. Ce n'est pas un fruit du hasard. Ce n'est pas un infirmier que vous voyez. C'est un chirurgien qualifié. Et en Guinée, je mets quiconque au défi. S'il y en a, ils ne sont pas plus de 3 qui peuvent, lui, de montrer la chirurgie. On a des chirurgiens ici qui n'ont pas de, qui ne travaillent pas. Ils se promènent dans les petites cliniques de la place. Ils savent. Il a été choisi parce qu'il le mérite. Il a été choisi parce qu'il est capable d'assumer cette fonction. C'est ce qu'il a fait. Ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, nommé par décret de M. le Président Dadis. Le sommet. C'est après tout ce parcours, le président Dadis a estimé lui confier le poste du département de la santé. Ce n'est pas une erreur. C'est dû à sa compétence. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Après ce passage au département de la santé du régime de M. le Président Dadis, il a fait fonction de député, membre du Conseil national
de la transition CNT en 2010, conseiller chargé de la formation à la direction générale du service de santé des armées. Voilà, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, respectueux membres du tribunal, le palmarès de ce monsieur. Vous pensez que ça c'est facile? Vous pensez qu'obtenir ça c'est facile? On lui a jeté toutes les étiquettes du monde. Il était traité tous les noms d'oiseaux. Il a été peint. Monsieur le Président, Monsieur le ministre de la Santé à l'époque, colonel Abdoulaye Chérif Diaby, colonel Abdoulaye Chérif Diaby, il ne mérite pas ça. Il ne mérite pas ça. Donc son seul crime, c'est d'avoir accepté d'être nommé ministre de la Santé. C'est le seul crime qu'il a commis. Le crime qu'il a commis, c'est le fait d'accepter d'être chef de département de la santé au service de la nation. Si c'est ça, Monsieur le Président, respectueux assesseurs, je crois que beaucoup ne vont plus accepter d'être nommés ministre de la Santé. Et ce poste sera vacant. Peut-être le président lui-même va faire office de ministre de la Santé. Donc, Monsieur le Président, la question de réqualification dont, n'est-ce pas, brandit comme un trophée de guerre les deux camps, partie civile et surtout le représentant du ministère public, c'est une question qui n'a pas sa raison d'être. On vous a beau lire ici des jurisprudences, ça ne colle pas, Monsieur le Président. Ça ne colle absolument pas. Ça ne colle absolument pas. Monsieur le Président, je disais, dans mon premier moyen de défense, j'ai fait sciemment de garder cette disposition que je vais vous faire lecture. Lorsque vous allez l'accueillir, la prescription de l'action publique pour ces deux infractions précédentes que j'ai citées, veuillez appliquer l'article 6 du Code de procédure pénale, juste la première phrase, qui dispose « Une action civile ne peut être engagée après l'expiration du délai de prescription de l'action publique. » Une action civile ne peut être engagée après l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Lorsque je vous ai fait lecture du 4e alinéa de l'article 3 du Code de procédure pénale, vous comprendrez aisément que les infractions, causes et blessures volontaires, non-assistance à personne en danger, que ces infractions, en dépit même de toucher le fond de ces infractions-là, vous devrez les écarter purement et simplement parce qu'il y a prescription. Et celui qui se sent lésé de cette infraction, en réalité, lorsque le délai de prescription passe, vous ne pouvez pas réclamer la réparation civile. C'est pourquoi le législateur a mis 2 temps. Ça, c'est pour carrer non seulement le parquet, mais aussi les parties civiles. Dans un premier temps, cette prescription commence à compter de la date de la commission de l'infraction, après le temps qui est prévu pour le crime 10 ans, le délit 3 ans, la contravention 1 an. Ça, c'est en fonction des infractions. L'action publique, pour une infraction instantanée qui se commet en un train de temps, l'action publique commence à compter de la date de la commission. Si c'est un autre type d'infraction, telle que l'infraction successive continue,
c'est le jour où l'activité de l'auteur cesse, que l'action publique commence. Nous ne sommes pas dans ce cadre-là. Je parle de l'alinéa 4 de cette disposition. À compter du dernier acte d'instruction posé, l'action publique commence, court, à compter du dernier acte, de la date du dernier acte posé. L'ordonnance de renvoi du 29 décembre 2017 constitue le dernier acte d'instruction dans cette affaire. Et à compter de cette date, jusqu'au 28 septembre 2022, presque 5 ans, mais dans un bon calcul, vous avez 4 ans, francs, et 9 mois. Et il y a prescription. Dès lors, l'article 6, son premier point, s'applique. Alors, par rapport à ces éléments constitutifs, Monsieur le Président, j'ai dit que l'infraction non-assistance à personne en danger, avant ces éléments constitutifs, il y a des conditions préalables. Ces conditions sont de 2 ordres. Les conditions liées à l'auteur lui-même et les conditions liées à la victime. Les conditions liées à l'auteur. La condition principale et fondamentale, c'est la présence physique de l'auteur sur les lieux. La présence physique. Vous avez la première, ou la deuxième d'ailleurs, l'auteur doit être conscient de l'existence d'un danger. Être conscient de l'existence d'un danger, c'est parce que vous êtes proche de ce danger-là, d'une manière ou d'une autre, de manière spontanée ou de manière ou sur appel. Mais l'auteur doit être conscient de l'existence d'un danger. Et être conscient de l'existence d'un danger, cela suppose que vous êtes présent. Sans cette condition, on ne peut pas le retenir. La deuxième, qu'il a eu l'occasion d'apporter secours, sans pour autant qu'il risque sa vie elle-même. Mais il a refusé. Il a eu l'occasion d'assister, sans pour autant que lui-même ne soit victime de ces mêmes faits, mais il a refusé de le faire. Ça aussi, à cette condition-là, il n'y a que cette condition est assortie de la présence physique de l'auteur. Je suis au stade du 28 septembre. Colonel Chérif, comment il peut refuser d'assister une personne pendant qu'il n'est pas présent sur les lieux? Comment il peut refuser d'assister une personne pendant qu'il n'est pas là, pendant qu'il n'est pas au stade? Autre condition, Monsieur le Président, c'est qu'il a apporté son aide, pas par sa volonté, et donc par une force extérieure, il a été contraint de le faire. Si vous êtes contraint de faire une assistance, vous êtes poursuivable. Il a assisté contre son gré. Vous pouvez être retenu pour responsable. Parce que vous n'avez pas agi avec volonté. Mais toujours est-il que c'est la présence physique de cette personne-là. Mais comment quelqu'un se noie dans l'eau, vous n'êtes pas de passage, vous n'êtes pas là-bas. Et on vous appelle au matin pour vous dire, écoutez, monsieur, hier, voilà 2 hommes qui étaient dans l'eau, qui étaient en train de se noyer, qui étaient de passage, tu n'as pas fait, tu n'as pas assisté. Vous êtes convoqué. Ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. L'autre condition, lui-même, il a eu l'intention de mettre en péril la personne. Au-delà de secourir, il veut véritablement nuire à la vie de la personne. Mais c'est sa présence également, Monsieur le Président. Sans ces conditions, Colonel Diaby ne peut pas être retenu pour responsable ou coupable des faits de non-assistance à personne en danger au stade du 28 septembre et environ. Au stade du 28 septembre. Pas possible le jour de la manifestation. Le jour de ces drames-là,
il n'était pas présent au stade. Qu'on l'épargne de cela. Qu'on l'épargne de cela. Ça, c'est les conditions qui sont liées à l'auteur. Et toutes ces conditions citées, colonel Chérif Djabi n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Monsieur le Président, la condition qui est liée à la victime, c'est qu'au moment du danger, la personne ou la victime doit être vivante. Ces manifestants étaient au stade du 28 septembre. J'étais sain, sauf quand je partais là-bas. Mais si ce monsieur n'était pas présent, mais on ne peut pas le tenir responsable pour ça. C'est pratiquement impossible, ça. C'est pratiquement impossible. Que le primitif soit très fidèle à cela. Alors, outre ces conditions, Monsieur le Président, il y a des éléments constructifs. Il y a des éléments constructifs de cette infraction. Les trois éléments, le premier ne fait l'objet d'aucun commentaire. C'est l'élément légal de l'infraction. C'est les dispositions des articles 297 et 298 du Code pénal qui punissent des peines allant de 1 à 5 ans d'une amende variant entre 1 million à 5 millions de francs guinéens, si je m'abuse. L'élément matériel, Monsieur le Président, il faut l'existence d'une menace. L'existence d'une menace à l'intégrité physique de l'auteur. Cet élément aussi fait défaut parce que le colonel Chérif, pour qu'il se décide d'organiser cette menace à l'intégrité physique d'une personne quelconque, n'était pas présent au stade du 28 septembre, ce jour-là, le 28 septembre 2009. Qu'on lui reconnaisse ça au moins, qu'il n'était pas là. Il n'était pas là, ni de près, ni de loin. Colonel n'a pas été au stade du 28 septembre. Tout le parcours ce jour, le lendemain, le 29, le surlendemain, le 30, colonel n'a pas vu le stade du 28 septembre. Il n'était pas là. Que ça cesse. La deuxième, ou le deuxième élément, Monsieur le Président, il s'agit de l'absence d'action. L'absence d'action. Parce que, en droit pénal, on peut être poursuivi pour une omission d'action. Le fait de ne rien faire, le fait de s'abstenir, le fait d'observer l'inertie face à un danger et que vous soyez présent, vous pouvez être poursuivi pour cette infraction-là, non-assistance à personne en danger. Et quand l'intéressé n'est pas là, quand il n'y a pas d'absence d'action, quand l'auteur lui-même n'est pas sur les lieux, on ne peut pas le retenir pour cette infraction à la loi pénale. On ne peut pas le retenir pour cette infraction à la loi pénale. Alors, le ministère public, puisqu'il n'a rien trouvé dans l'ordonnance pour pouvoir asseoir votre conviction, Monsieur le Président, il s'est attaqué automatiquement à des prétendues preuves. Ce brillant procureur, je l'ai écouté avec intérêt ici. Au point même, il nous a distribué un peu les larmes. Mais nous, on est serrés.